Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de venir vous présenter mon protocole d'examen de la portée qui porte sur la santé nutritionnelle des travailleurs migrants dans le secteur agroalimentaire des pays à revenus élevés. Donc, les secteurs agroalimentaires des pays à revenus élevés sont fortement dépendants des travailleurs migrants comme main-d'œuvre. Puis, ces travailleurs migrants sont affectés par une double vulnérabilité reliée à leur statut migratoire et aux conditions de travail dans le secteur agroalimentaire, ce qui fait que parfois, ils ont des conditions de vie assez précaires qui peuvent affecter fortement leur alimentation et leur santé. Mais pourtant, la santé nutritionnelle, c'est un aspect peu exploré dans la littérature concernant cette population. Donc, ça a mené à la question de recherche qui est quelle est la portée de la recherche sur la santé nutritionnelle des travailleurs migrants des secteurs agroalimentaires dans les pays à revenus élevés et quels sont les écarts de connaissances? Donc, notre examen de la portée est guidé par le cadre le cadre du GBI Manual for Evidence Synthesis. Puis, on a effectué premièrement l'identification des études pertinentes. On a une stratégie de recherche qui comporte des mots-clés sur 3 domaines. Donc, premièrement, sur la santé nutritionnelle, sur les travailleurs migrants et également sur le secteur agroalimentaire. Puis, on va utiliser cette stratégie de recherche dans 5 bases de données qu'on a identifiées avec une bibliothécaire comme étant pertinentes. Ensuite, pour la sélection de nos études, dans le fond, on va être 2 évaluatrices indépendantes à faire l'évaluation sur l'admissibilité selon nos critères d'inclusion et d'exclusion. Par exemple, le fait, est-ce que l'étude porte sur les travailleurs migrants dans les secteurs agroalimentaires ou au moins présente des données spécifiques pour ceux-ci. Puis, dans le fond, on va commencer par l'évaluation des titres et résumés, puis ensuite la lecture complète des articles. Ensuite, on va faire, évidemment, si jamais il y a des conflits, on va les résoudre par consensus. Puis, pour l'extraction des données, dans le fond, on va extraire des données par rapport aux caractéristiques des études, les caractéristiques des participants, par rapport aux habitudes alimentaires, les indicateurs de qualité de l'alimentation, le statut de sécurité alimentaire, la salubrité de l'alimentation, la composition corporelle, puis également les maladies chroniques ou aiguës reliées à l'alimentation. Ensuite, on va faire une synthèse. Désolée, là. On va faire une analyse descriptive pour présenter, dans le fond, synthétiser les résultats et les présenter. Puis, finalement, dans le fond, on s'attend que cette étude de la portée nous permette de dresser un portrait de la santé nutritionnelle des travailleurs migrants dans les secteurs agroalimentaires des pays à revenus élevés, puis également d'identifier, dans le fond, les principales lacunes dans la recherche afin de guider les prochains projets de recherche en lien avec la santé nutritionnelle. Donc, je vous invite à aller voir mon affiche pour davantage de détails par rapport à la stratégie de recherche et les critères d'inclusion. Merci beaucoup. Ah oui, c'est moi qui ai le petit clip. Excusez. Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vous partage, en fait, mon affiche présente les résultats d'une recension des écrits que j'ai eu la chance d'effectuer dans le cadre d'un tutorat un peu plus tôt cet hiver et qui porte sur l'approche qui s'appelle « Room for the River », donc en français, laisser plus de place, plus de liberté aux rivières. Une approche qui a été développée aux Pays-Bas dans le cadre des inondations récurrentes qui étaient vécues là-bas et qui est une approche dont s'inspire largement le Québec dans son propre plan de gestion des zones inondables et dans son plan de protection du territoire face aux inondations. Pourquoi cette approche-là m'intéressait, en fait, c'est qu'au Québec, il y a différents acteurs qui critiquent le plan de gestion des zones inondables et ces critiques-là reflètent des préoccupations socio-écologiques. Par exemple, des acteurs qui disent qu'il manque un peu de consultation citoyenne dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan, un manque de transparence par rapport à l'avenir des territoires inondables ou encore un manque de vision intégrée de l'aménagement de ces territoires-là. Et donc, ça me semblait pertinent d'examiner l'approche Room for the River dont s'inspire le Québec dans ces aspects-là. Pour vous donner une idée un peu plus concrète de c'est quoi Room for the River, j'ai profité du fait que j'avais le droit de faire un PowerPoint pour vous mettre des images, pour vous montrer le avant et le après d'une approche Room for the River aux Pays-Bas. Donc, à gauche, c'est le avant. Puis le après, vous pouvez voir que l'eau a le plus de place
pour déborder lors des crues printanières, mais également qu'il y a une disparition de certains territoires et communautés, notamment agricoles, sur cette photo-là. Donc, évidemment que ça laisse présager des enjeux socio-écologiques. Et donc, pour m'aider à répondre à mon questionnement de est-ce que l'approche Room for the River s'inscrit dans une certaine transition socio-écologique, j'ai mobilisé un cadre développé par Guy Boutet et ses collègues qui nous aide à identifier c'est quoi les composantes qui se retrouvent dans des initiatives de transition socio-écologique. Et je l'ai appliqué à ce contexte-ci de l'approche Room for the River. Donc, est-ce que ça répond à un problème écologique? Est-ce que Room for the River implique un niveau de conscience développé entourant la gravité des crises environnementales? Est-ce que ça vise une transformation vers des systèmes plus soutenables? Est-ce que ça vise une amélioration du bien-être de la collectivité? Et finalement, est-ce qu'il y a un souci de gouvernance démocratique dans cette approche-là? Pour le temps qui me reste, je peux répondre à certaines des réponses. Donc, oui, évidemment, ça répond à un problème écologique. En fait, ça constitue un virage à 180 degrés où est-ce qu'on était avant dans une gestion par des barrages, donc vraiment un contrôle sur la nature. Et maintenant, on est plus dans un partenariat avec la nature en laissant déborder la rivière. Et si jamais vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que ma recension des écrits a donné pour les autres questions, je vous invite à venir me voir à mon affiche à la prochaine pause. Je vais y être. Et je termine par les quelques secondes qui me restent pour remercier chaleureusement le CRSH, le CRESP et l'équipe de recherche sur la gouvernance et les réseaux de solidarité pour leur précieux soutien financier durant mon doctorat. Merci. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui dérange, la qualité de l'air qu'on respire à l'école. Un enjeu de santé, un combat qui décolle. Dans une salle de classe à Montréal, le CO2 grimpe et ce n'est pas banal. Plus de 2000 ppm dans l'air communal. Le seuil de Santé Canada dépassé sans égal. Dans une autre école, 2 salles de classe saturées. Les COV dépassent le seuil, l'air est contaminé. 276 composés chimiques captés dans l'ambiance scolaire. Styrène, azobenzène, invisibles, mais dans l'air. On croit que le CO2 dit tout, mais c'est un indicateur flou. Il ne voit pas les vapeurs, les solvants, les cols, les émanations des murs, des bureaux et des brôles. Les écoles ont des capteurs, oui, mais ils ne captent pas les vrais ennemis, les particules fines, les composés organiques volatiles qui rendent les enfants fébriles. Maux de tête, asthme, troubles cognitifs, l'air qu'on respire n'est pas fictif. Alors, on a lancé un projet avec 3 objectifs précis et nés. 1, caractériser l'air dans 2 écoles primaires. 2, évaluer les capteurs air frais, des capteurs passifs, mais puissants, on le sait. 3, proposer des pistes concrètes pour que l'école devienne un milieu sans dette. On a combiné 2 approches, 2 angles de vue. L'appareil Q-Track pour des mesures en continu. Il captait le CO2, les COV, les particules en vrac, rien du tout n'échappait à son trac. Et des capteurs passifs nommés air frais, qui captaient plus de 100 composés grâce aux tubes adsorbants dans leur cœur discret. Et puis vient l'analyse GCMS, une analyse de précision de haute résolution. L'analyse des résultats est en cours, mais déjà on le voit. L'air qu'on respire n'est pas juste une loi, c'est un droit, une urgence, une priorité pour protéger les enfants et pour plus d'équité. Alors, on propose, on agit. Améliorer l'aération n'est pas une seule action. Choisir des matériaux moins émissifs, c'est refuser les toxiques furtifs. Et mettre en place des règles, de la surveillance, pour ensemble faire la différence. Voilà notre étude, raconter l'air, rendre visible l'invisible et prouver qu'à l'école, on inspire de la science pour que l'enfance avance. Merci.
D'accord. C'est pas cette affiche. Non, c'est pas. Non, c'est pas. C'est pas cette affiche non plus. Non, mais c'est. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Edoro Padonou. Je suis étudiant à la maîtrise en santé publique à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui les résultats préliminaires de mon sujet de recherche intitulé « Écart entre la mobilité indépendante accordée par les parents et celle perçue par les enfants, une analyse des facteurs influents à Kingston et à Montréal ». Pour vous mettre dans le contexte, la mobilité indépendante, c'est quoi? C'est la liberté qu'ont les enfants de se déplacer seuls dans leur quartier et leur ville, sans être accompagnés par un ou plusieurs adultes. Cette mobilité indépendante est associée de manière positive au transport actif et aux jeux libres à l'extérieur et représente une composante essentielle dans le développement global des enfants, que ce soit sur le plan physique, social ou psychologique. Depuis plusieurs décennies, on note une chute importante de cette mobilité indépendante, notamment en raison des multiples inquiétudes parentales liées à la sécurité, un urbanisme centré sur l'automobile. Ainsi, dans le monde, entre 1980 et 2020, on remarque une chute de plus de 50% de la mobilité indépendante accordée auparavant aux enfants. Et des études récentes prouvent qu'au Canada, les niveaux de mobilité indépendante chez les enfants sont très bas, peu importe les statuts socio-économiques. Qu'est-ce que cela implique? Qui dit moins de mobilité indépendante dit moins de transport actif et donc une contribution majeure à un fardeau épidémiologique grandissant qui est l'obésité infantile. Dans la littérature, il existe plusieurs études qui renseignent sur la baisse des taux de mobilité indépendante chez les enfants ainsi que les facteurs individuels, environnementaux et sociodémographiques qui y sont associés. Cependant, les écarts entre ce que les parents déclarent accorder aux enfants et ce que les enfants exercent réellement ne sont pas explorés. Notre objectif est alors d'aller évaluer ces écarts-là en fonction de plusieurs facteurs, comme je l'ai dit, individuels, environnementaux ou encore sociodémographiques. Du point de vue méthodologique, nous avons opté pour un devis transversal. Nous utilisons des données issues d'une étude expérimentale non randomisée, les données de la phase de pré-intervention. Notre population à l'étude, ce sont des enfants de 6 à 12 ans inscrits dans les écoles choisies à Kingston et Montréal pour accueillir les interventions de l'équipe de recherche et changer les règles du jeu. Les données collectées dans le cadre de cette étude-là ont été faites grâce à un questionnaire apparié parents-enfants, structuré en 3 étapes qui renseignent notamment sur la mobilité indépendante qui nous intéresse et aussi sur les facteurs individuels, socio-environnementaux et démographiques. En ce qui concerne la mobilité indépendante, qui est le centre même de notre recherche, elle est mesurée grâce à une échelle, l'échelle de Hillman, qui évalue la capacité ou la permission pour l'enfant concernant 6 activités clés. Je peux en citer quelques-unes comme le fait de sortir seul après la tombée de la noirceur, le fait de traverser seul la rue ou encore de rentrer seul de l'école. La réponse oui ou non à chacune de ces questions sont codées 1 et 0, additionnées ensemble et on a un score qui va de 0 à 6. Plus le score est proche de 6, plus l'enfant est autonome, plus le score est proche de 0, moins l'enfant est autonome. Nos premières analyses sur une diade de 175 parents et enfants à Montréal montrent un équilibre global entre la mobilité indépendante accordée par les parents et celle perçue par les enfants. Pour donner une idée des chiffres, les parents déclarent accorder en moyenne 1,13 sur 6, ce qui est très bas, et les enfants perçoivent plutôt 1,14. On remarque qu'il y a une petite hausse par rapport à ce que les enfants perçoivent par rapport à ce que les parents les accordent, mais il n'y a pas une différence significative. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on s'intéresse à la distribution individuelle des écarts de score de mobilité indépendante perçus dans la population, on remarque que le score minimal perçu est de -3 et le score d'écart maximal est de +3. Et on remarque aussi qu'il y a des profils contrastés, c'est-à-dire on a plus de 16,6% des enfants qui sous-estiment leur mobilité indépendante, ce que les parents leur accordent, contre près de 17% qui surestiment cette mobilité indépendante. Qu'est-ce que cela nous apporte par rapport à nos prochaines étapes? Déjà, les prochaines étapes, c'est d'analyser les facteurs qui sont associés à ces différents profils. Parce que comprendre les profils de sous-estimation et de surestimation nous permettrait de documenter la prise de décision parentale, la communication parents et enfants autour de la mobilité indépendante pour voir l'effet réel que ça a sur la mobilité réelle exercée par l'enfant et aussi de renseigner les interventions qui se veulent promotrices d'une mobilité indépendante réelle et sécuritaire chez les enfants.
Je suis à la fin de la présentation. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je serai à côté de l'affiche tout à l'heure si vous avez des questions concernant la méthodologie ou encore d'autres aspects du travail. Merci à vous. Non, juste pour vérifier, genre les autres diapositives que j'avais envoyées, si ça a été intégré. OK. Ouais. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une revue de littérature portant sur les niveaux d'exposition au PFAS chez les pompiers, et plus précisément sur les niveaux mesurés dans le sang. Pour commencer, les PFAS sont des substances chimiques très persistantes, largement utilisées pour leurs propriétés de résistance à la chaleur, à l'eau et aux graisses. Cependant, leur accumulation dans l'environnement et dans le corps humain soulève aujourd'hui des préoccupations majeures et certains groupes de travail, car la quasi-totalité de la population est exposée et certains groupes de travailleurs sont particulièrement à risque, comme les pompiers. Donc, l'objectif de cette revue était de connaître les niveaux sanguins de PFAS rapportés dans les études disponibles afin d'identifier les molécules les plus fréquemment recherchées ou détecter leur quantité et les différences observées entre les études ainsi que les principaux facteurs influençant ces niveaux. Pour ce faire, une recherche documentaire a été effectuée dans la base de données Medline et a mené à la sélection finale de et a mené à la sélection finale de 8 études uniques, principalement réalisées aux États-Unis ainsi qu'en Finlande et en Australie. Parmi les PFAS mesurés, 4 molécules ont été présenté les niveaux les plus élevés et étaient les plus prédominants dans l'ensemble des études. Des niveaux similaires ont été observés dans certaines études. Cependant, l'utilisation de différents paramètres statistiques rend la comparaison entre les études incomplète. Comparativement à la population générale, les pompiers présentaient des niveaux plus élevés pour plusieurs PFAS et certaines études ont montré que les pompiers ont montré des niveaux plus importants chez les pompiers plus expérimentés par rapport aux plus jeunes et chez les pompiers d'aéroport qui étaient plus exposés par rapport aux pompiers municipaux moins exposés. Pour les principaux facteurs influençant ces niveaux incluent l'ancienneté, l'utilisation répétée de mousses extinctrices et l'absence de décontamination des équipements de protection individuelle. Enfin, cette revue a permis de révéler plusieurs lacunes. Les études disponibles sont rares et fragmentées. Aucune étude canadienne n'a été encore publiée sur la biosurveillance chez les pompiers exposés au PFAS. Et enfin, l'absence de valeur de référence rend l'interprétation des niveaux d'exposition difficile. Je vous remercie.
Bonjour à tous. Alors ici, on s'intéresse à la variabilité de la créatinine chez la population pédiatrique et son utilisation dans les méthodes d'ajustement dans les études de biosurveillance. Donc, en clair, la créatinine est souvent utilisée pour corriger la dilution en partant du principe qu'elle est relativement stable. Or, chez la population pédiatrique, elle peut varier de façon notable selon différents facteurs, ce qui fait l'utilisation des mêmes méthodes que chez l'adulte peut rester incertaine. Donc, l'objectif de notre étude est de caractériser la variabilité selon l'âge, le sexe et l'ethnicité, comparer la distribution entre sous-groupes, puis évaluer dans quelle mesure les méthodes d'ajustement utilisées chez l'adulte sont valables aussi pour les enfants. Donc, en ce qui concerne la méthode, on a combiné deux volets complémentaires. Un volet empirique issu d'une cohorte libanaise qui comporte 37 enfants avec des collectes minutées sur 12 heures, puis un volet de littérature qui regroupe 87 études publiées rapportant les valeurs de créatinine pour des enfants entre 4 et 15 ans. Les résultats ont été harmonisés et, à l'aide d'une analyse statistique et on voit sur le graphique de la variabilité selon l'âge que la créatinine augmente nettement avec l'âge, ce qui est expliqué par la croissance musculaire. Puis, on voit graphiquement qu'il y a une différence ou on dit variation entre filles et garçons, mais cette variation n'est pas validée par le modèle de régression. Donc, on peut dire que cette variation visuelle reflète la différence interindividuelle plutôt qu'un effet réel de sexe. Et aussi pour les données de littérature, on voit aussi une différence selon l'origine ethnique, surtout pour la population asiatique qui présente les concentrations de créatinine les plus faibles. Donc, en conclusion, la créatinine varie de façon importante chez l'enfant selon principalement l'âge et l'origine ethnique. Ce qui met en question l'application directe des méthodes d'ajustement développées chez l'adulte. Et nos résultats soulignent la nécessité d'intégrer les facteurs comme l'âge et l'ethnicité pour ne pas biaiser nos résultats. Et merci pour votre attention. Merci. Donc, c'est les présentations orales pour le bloc gouvernance, politique publique et système de santé. Donc, on va y aller en ordre de comment les gens sont assis. Donc, on va commencer avec David Buetti, qui est professeur adjoint à l'ESPOUM, chercheur au CRESP et qui va nous présenter son agenda de recherche. Je pense que tu peux rester là. Ton micro fonctionne. Chacun un micro. Bonjour. Super. Oui, OK, c'est parfait. Merci, Olivier. Bonjour tout le monde. Je me présente David Buetti, professeur adjoint au département. En fait, je suis professeur adjoint depuis juillet 2024, donc ça fait un peu plus qu'un an. Travailleur social de formation, je me suis spécialisé en évaluation de programmes. J'ai un intérêt particulier, en fait, pour le milieu communautaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce que je fais, puis on pourra en discuter par la suite. Donc, lorsqu'on m'a invité à présenter, en fait, ici, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Est-ce que je vous présente des résultats d'une recherche? Puis, je me suis dit, comme je suis nouveau dans le département, j'aimerais plutôt vous présenter un aperçu de ce que je fais, en fait, pour vous montrer comment ma recherche répond à certains besoins, certains enjeux que les évaluateurs de programmes rencontrent en ce moment. Je dois vous dire que j'ai un agenda, j'ai un objectif caché qui n'est pas très caché si je vous l'ai dit, c'est que je suis activement à la recherche de personnes, d'étudiants qui pourraient aussi contribuer à mes projets. Donc, s'il y a des projets que je vous présente qui résonnent avec vos intérêts, n'hésitez surtout pas à venir me voir après parce que, en fond, c'est ça que j'aimerais bien travailler avec des gens ici.
On est dans un département de santé, on est dans une école de santé publique, puis je m'aperçois vite en parlant avec des collègues que l'évaluation, ça peut paraître très clair pour moi, mais ce n'est pas toujours pour d'autres personnes qui viennent de d'autres horizons. Donc, simplement pour vous donner un aperçu, c'est quoi l'évaluation de façon concrète? J'aime bien la définition qui est donnée par la Société canadienne d'évaluation, qui a été faite en 2015, en fait, suite à une grande consultation qui a été faite auprès des évaluateurs. Donc, il y a au moins 3 concepts clés de l'évaluation. Le premier, c'est l'appréciation. Donc, l'évaluation de programme, elle cherche à porter un jugement sur une initiative. Une initiative, ça peut être par exemple une politique, un programme, une intervention, etc. Donc, on veut construire un jugement. Le deuxième concept clé de l'évaluation, c'est la systématisation. Donc, ce n'est pas un jugement qu'on construit n'importe comment à partir de nos intuitions. Non, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser des méthodes de recherche en sciences sociales, comme des sondages, des groupes focalisés, des entrevues, pour construire un jugement qui est crédible. Et en fait, le troisième concept, là, c'est plutôt la finalité. En fait, l'évaluation de programme est souvent associée à la reddition de comptes, mais pourtant, l'évaluation de programme peut nous apporter des apprentissages sur les programmes, qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi, pour qui, dans quel contexte, puis aussi nous aider à prendre des décisions plus éclairées. Dans le contexte de la santé publique, on est souvent sollicité à donner notre avis, à apporter des jugements systématiques au niveau de l'efficacité, de l'efficience et de la pertinence de nos programmes, ce qui va permettre aux décideurs et aux acteurs de pouvoir se faire une tête sur les programmes et d'apprendre. Comme je suis relativement nouveau dans le département, souvent on m'approche pour faire de la recherche évaluative, ce qui est hyper important, mais je voulais vous donner une nuance, en tout cas, vous exposer la nuance en ce que je fais, puis d'autres chercheurs peuvent faire aussi. La recherche évaluative, en fait, c'est lorsqu'on utilise des méthodes de recherche, des méthodes d'évaluation pour comprendre une intervention en vue de générer des connaissances qui pourraient être applicable pour d'autres programmes ou inspirer d'autres personnes. Donc, ça m'arrive souvent de collaborer. Je travaille avec Montréal Métropole en santé, Boscoville, puis j'appuie d'autres chercheurs dans leur propre recherche évaluative. C'est hyper important de le faire. Moi, ce que je fais, par contre, c'est la recherche sur l'évaluation. En fait, l'évaluation devient l'objet d'étude auquel je m'intéresse. Et dans ce contexte-là, on peut se demander est-ce que l'évaluation répond réellement aux besoins des parties prenantes, des décideurs, et comment on peut optimiser le dispositif évaluatif pour que lui-même soit plus porteur de changement. Donc, c'est là-dedans que s'inscrit davantage mes recherches, bien que j'adore accompagner les gens dans leur propre processus d'évaluation, évidemment. Lorsqu'on regarde au niveau de l'utilisation de l'évaluation dans le domaine de la santé, il y a au moins 3 grands constats qui reviennent dans la littérature et et de par ma propre expérience professionnelle aussi. D'abord, c'est qu'il y a peu de données empiriques sur l'efficacité d'approches évaluatives émergentes. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que dans les 20-30 dernières années, on a vu une panoplie de nouvelles approches d'évaluation qui cherchent à mieux rendre compte de la complexité de nos interventions en santé publique ou de faire participer davantage le public dans nos approches d'évaluation. Je peux nommer, par exemple, l'analyse de contribution, qui est une approche fondée sur la théorie. Je peux nommer les Art-Based Evaluation, Indigenous Evaluation. Toutes ces approches-là, en fait, sont proposées par des évaluateurs comme un moyen de mieux comprendre les impacts de nos interventions. Toutefois, il y a peu de méthodes empiriques sur est-ce que ça fonctionne réellement, dans quel contexte et pour qui. Et donc, parce que les écrits sont surtout théoriques ou normatifs, et donc on peut se demander dans ce contexte-là, du point de vue des utilisateurs, est-ce que c'est bon? Donc, il faut en arriver à créer davantage de données sur est-ce que ces méthodes d'évaluation-là fonctionnent et comment on peut les optimiser? Donc, premier domaine, et vous l'aurez compris, il y en a 3 là, parce que mon programme de recherche a 3 axes, donc 1, 2, 3. Deuxième, c'est le peu d'études québécoises qui existent sur les capacités en évaluation des organisations de santé publique. Qu'est-ce que je veux dire par capacité en évaluation? J'entends toutes les compétences, les structures, les politiques qui viennent soutenir la production de bonnes évaluations. Donc, ça, on connaît qu'est-ce qu'il faut pour faire des bonnes évaluations. Ce qu'on connaît moins, c'est comment on peut favoriser l'utilisation continue de l'évaluation comme un moyen, en fait, d'apprendre dans nos organisations. Donc, c'est quoi les facteurs qui viennent moduler la capacité des organisations à produire et utiliser l'évaluation? Ça, c'est le deuxième défi qu'on rencontre. Et le troisième, parce qu'on n'a pas une idée claire des facteurs qui viennent moduler, on propose souvent des interventions, les évaluateurs, qui reviennent à donner des formations des gens, mais il faut dépasser un peu ça pour aller voir quelle stratégie va nous permettre réellement de pérenniser l'évaluation comme un outil de prise de décision stratégique. C'est ici que j'aimerais introduire mon programme de recherche qui, ultimement, cherche à maximiser la contribution de l'évaluation, à rendre son plein potentiel dans le milieu de la santé.
3 axes que je propose. Pour chacun des axes, je vous donne un objectif, une description très sommaire, puis une idée de projet sur lequel je travaille en ce moment, encore là, dans l'espoir que certains étudiants entre vous vont venir parler avec moi après. Premier acte, documenter l'innovation en évaluation, donc pour justement mettre un peu plus d'empirie autour des approches qui fonctionnent bien. C'est l'objectif du premier axe, donc documenter comment on produit l'évaluation des différentes approches d'évaluation, puis qu'est-ce que ça donne concrètement au niveau de l'apprentissage, de la prise de décision. Il y a un des projets en ce moment que je suis co-chercheur principal pour les 5 prochaines années qui va nous permettre de pouvoir expérimenter différentes approches d'évaluation, dont la technique du changement le plus significatif, l'analyse de contribution, l'évaluation réaliste, va nous permettre en fait d'expérimenter sur le terrain, et de produire des données probantes au niveau de ces approches-là. Mon espoir, c'est qu'on puisse faire un répertoire probant d'approches évaluatives qui va permettre aux gestionnaires, aux parties prenantes, de savoir quelle approche utiliser dans quel contexte et pourquoi. Donc ça serait le premier axe. Il va y avoir de la place pour les étudiants, évidemment, qui souhaitent justement approfondir certaines de ces approches-là. L'axe 2, c'est comprendre, mesurer les capacités d'évaluation. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a besoin de mieux comprendre les facteurs qui influencent sur l'utilisation de l'évaluation dans nos organisations. En ce moment, j'ai un projet qui vient d'être financé qui cherche à faire une cartographie des influences de l'évaluation dans le secteur communautaire. Je vous l'ai dit plus tôt, c'est un secteur qui me tient à cœur de par ma profession de travailleur social. Donc, on va chercher à mieux comprendre qu'est-ce que ça donne concrètement l'évaluation à travers différentes méthodes. Encore là, je le répète, là, mais on n'a pas de données en ce moment au Québec qui nous permettent d'avoir un état clair de comment l'évaluation est utilisée dans nos institutions de santé. Donc, ça serait hyper important, je pense, que de s'attarder à ce projet-là, qui, je suis sûr, pourrait déboucher à des beaux projets au niveau doctoral. Donc, la conceptualisation et la mesure des caractéristiques qui façonnent, en fait, qui vont influencer la capacité, surtout dans un réseau en pleine transformation comme le nôtre. Ça serait hyper intéressant de pouvoir davantage s'y attarder. Et le troisième axe, en fait, une fois qu'on aura mieux compris, c'est toutes les interventions qui peuvent encourager l'utilisation de l'évaluation dans nos organisations. En ce moment, je travaille sur l'usage de l'intelligence artificielle en évaluation. On a distribué un sondage auprès des évaluateurs récemment et on va bientôt se mettre à l'analyse des données. L'idée ici, c'est de voir comment on peut utiliser l'intelligence artificielle au profit des évaluateurs, mais plein d'autres types d'interventions, justement, comment les avancements technologiques et organisationnels nous permettraient de mieux utiliser l'évaluation dans le temps. Alors voilà, je vous laisse avec une citation qui vient d'un auteur inconnu, c'est-à-dire moi-même. Ne demandez pas ce que l'évaluation peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'évaluation. Donc, encore là, si vous avez l'intérêt pour des projets que j'ai mentionnés, n'hésitez surtout pas à me voir, à me contacter. J'en profite pour faire un peu de promotion d'un événement qui s'en vient, qui est aussi organisé par le CRESP. Donc, on fait des midi-conférences en évaluation, généralement chaque mardi fin du mois. Dans ce cas-là, ça va être le début plutôt. De midi à 13h, ça va porter sur l'évaluation réaliste, extrêmement intéressant. C'est Ségolène qui a produit une thèse de doctorat sur le sujet, donc vous êtes la bienvenue. Contactez-moi si vous voulez vous inscrire. Vous pouvez faire une recherche dans le calendrier de l'ESPOM. Merci beaucoup. Wow, John F. Kennedy sort de ce corps. Hein? C'est le John F. Kennedy de l'évaluation. Merci beaucoup, David. Donc, prochain présentateur, c'est Daouda Koulibaly, qui est doctorant en bioinformatique à l'Université de Montréal. OK, merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche qui concerne le développement d'un cadre d'amélioration des systèmes d'aide à la décision par l'intégration automatisée des données de santé multimodales. Donc, c'est quoi un système d'aide à la décision clinique? C'est un outil ou un algorithme d'intelligence artificielle utilisé dans le domaine de la santé pour aider les médecins dans la prise de décisions cliniques. L'intelligence artificielle désigne la capacité d'un système informatique à imiter les caractéristiques associées à l'intelligence humaine, donc le raisonnement, apprentissage, adaptation, autocorrection.
Cette intelligence artificielle a d'énormes potentiels dans le domaine de la santé. Elle peut aider au diagnostic, elle peut aider dans la réduction des charges administratives, elle peut aider également dans la détection des maladies et aussi dans l'aide à la décision thérapeutique. Malgré ces potentiels, son adoption dans le domaine de la santé fait face à des défis. Nous avons les défis liés au faible niveau d'intégration des données, également les défis liés à la restriction de la vision de la réalité patient. Nous avons aussi des défis liés aux données qui sont, entre autres, la variété des sources de données, donc des systèmes d'information qui viennent avec des standards et des vocabulaires différents. Nous avons aussi les défis liés à la disponibilité des données hétérogènes, riches et complètes. Nous avons le caractère multimodal et leur défi d'intégration. Le prescriptome désigne un concept, qui réunit l'ensemble des données relatives aux prescriptions et à l'administration des médicaments aux patients et englobe leurs causes, leurs conséquences et leurs stratégies d'utilisation. Son opérationnalisation, donc l'opérationnalisation de ce concept peut répondre à la problématique de la disponibilité des données riches et complètes qui sont nécessaires pour soutenir le développement et l'utilisation optimale d'algorithmes d'intelligence artificielle en santé. L'objectif de ce projet de recherche est donc de proposer un cadre d'intégration automatisée des données multimodales sous forme de prescriptome et de faire une démonstration de son potentiel dans la prise en charge personnalisée des patients selon leur état de santé. Comme matériel, nous avons la base de données MIMIC, qui est une base de données collectée dans le cadre des soins cliniques de routine entre 2008 et 2019. Il a été collecté aux États-Unis. Il concerne des données de plus de 65 000 patients admis en soins intensifs et 200 000 patients admis aux urgences. Donc, ce sont des données anonymisées, transformées et mises à la disposition de la recherche et des chercheurs. Cette base de données MIMIC va nous être utile dans le développement du prescriptome que je viens de mentionner tout à l'heure. Nous avons également la base de données UK Biobank qui concerne près d'un demi-million de participants âgés de 40 à 69 ans et qui résident au Royaume-Uni. Cette base de données renseigne sur le mode de vie, l'environnement, les données cliniques, les facteurs biologiques comme le génome complet d'un grand nombre de participants. Donc, elle va nous être utile dans le développement de jumeaux numériques que je vais présenter plus tard. Ce projet est réparti en 4 étapes, chacune répondant à un objectif spécifique. La première étape concerne un examen de portée des algorithmes d'intelligence artificielle en santé dans le contexte canadien pour soutenir le triage, le diagnostic et la prise en charge clinique des patients. Cet examen de la portée permet de mettre en évidence les facteurs techniques favorisant et limitant une meilleure implantation de l'IA en santé. La deuxième étape concerne l'opérationnalisation du prescriptome. Et cette opérationnalisation passe par le développement, la définition d'un modèle commun de données qui est une structure commune partagée par plusieurs sources de données et qui permet de les structurer, de les organiser. Il y a également la définition d'un modèle de transmission des données, donc notamment FHIR, qui est un standard utilisé dans le partage des données de santé. Et il y a également, ensuite, on a le développement, la définition d'un modèle de description sémantique des données, donc qui va permettre de définir le contenu des données, le contenu, les informations qui vont être stockées. Et on a le format de stockage RDF qui va être utilisé pour stocker les informations. Et donc, qui est un format qui est partageable par tous les types de données. La deuxième étape de ce projet concerne le développement du modèle d'apprentissage multimodal. Donc, l'apprentissage multimodal comparé aux techniques d'apprentissage classiques permet
à un modèle d'intelligence artificielle, à un algorithme d'intelligence artificielle d'apprendre à partir de plusieurs types de données, donc des données d'imagerie, des données audio, des données texte, comparé aux modèles classiques qui apprennent sur un seul type de données à la fois. Donc, il s'agit ici de développer un modèle d'IA supervisé, Late Fusion, qui est un type d'apprentissage multimodal qui permet d'entraîner différents modèles sur un type de données et de fusionner les prédictions à la fin pour faire une prédiction finale. Ce modèle permettra de faire une recommandation clinique personnalisée en fonction des maladies des patients. L'étape suivante concerne le développement du jumeau numérique. Donc, c'est quoi le jumeau numérique? Le jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle d'une entité ou d'un processus du monde réel qui est synchronisé à une fréquence et à une précision donnée pour faciliter la compréhension, l'analyse et l'optimisation. Le prescriptome et le modèle développé précédemment vont contribuer à développer un jumeau numérique afin de démontrer le potentiel dans la prise en charge personnalisée des patients. Ce jumeau numérique permettra également de simuler le processus de prise en charge et de suivre l'évolution de l'état de santé des patients et sa réponse au traitement. Les bénéfices de ce projet, nous avons d'abord l'état de lieu. L'état de lieu permettra d'identifier les facteurs, j'en ai déjà parlé, des facteurs techniques qui favorisent ou qui limitent l'implantation de l'IA en santé dans le contexte canadien. Cette étape permet également de mettre en évidence les faiblesses des approches d'IA actuelles qui sont utilisées. Au niveau de l'intégration multimodale, cette étape permet la mise à disposition d'ensemble de données riches et complètes contenant différents niveaux d'information sur le patient, sur l'état de santé du patient. Elle permet aussi la prise de décisions éclairées. Donc, à partir des données riches et complètes, les professionnels de santé peuvent avoir des prises de décisions éclairées. Le jumeau numérique va permettre une prise en charge personnalisée des patients et il va également permettre aux professionnels de santé d'offrir une thérapie adaptée aux caractéristiques de chaque patient. Comme limite, nous avons identifié 2 limites pour ce projet. D'abord, ce projet ne prend pas en compte l'environnement de déploiement, donc les infrastructures de soutien qui peuvent être capitales dans la mise en place, le déploiement des jumeaux numériques. Il ne prend pas aussi en compte les dispositions réglementaires relatives à l'accès et au partage des données de santé. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Daouda. La prochaine présentation sera celle de Gabriel Gosselin, qui va nous présenter un article absolument incroyable. Et Gabriel est doctorant en santé publique à l'École de santé publique. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme ça a été dit, mon nom c'est Gabriel. Je suis étudiant en doctorat en santé publique dans l'option Système, organisation et politique de la santé. Et aujourd'hui, je vais vous présenter justement un article écrit avec Olivier dont le titre est « L'économie politique des préférences pour une assurance publique en santé mentale ». Donc, je vais commencer par présenter brièvement le contexte et la contribution de notre article. Donc, malgré une augmentation des troubles de santé mentale dans la plupart des pays de l'OCDE, la majorité d'entre eux ne disposent toujours pas d'une couverture publique complète pour les soins de santé mentale, ce qui est assez étonnant considérant qu'une assurance publique pour la psychothérapie ne serait pas particulièrement coûteuse sur le plan fiscal pour les gouvernements. Et des analyses coûts-bénéfices ont montré qu'une telle assurance augmenterait l'accès au traitement, générant ainsi des bénéfices économiques en améliorant la productivité et la santé générale de la population. Et donc, nous, on étudie voir si un manque de demande publique constitue l'une des raisons pour lesquelles on n'observe pas une prolifération de programmes d'assurance publique en santé mentale. Et donc, pour ce faire, on s'appuie sur une enquête originale menée auprès de 1000 Québécois en mars 2025 par la firme Léger dans le cadre du baromètre santé du Cyrano. Donc, maintenant, on va voir ce que la littérature sur l'opinion publique concernant la couverture des soins de santé mentale nous dit et ce qu'elle ne nous dit pas. Donc, la stigmatisation est la principale variable identifiée pour expliquer l'opposition à la couverture publique de la psychothérapie, mais elle ne permet pas d'expliquer les variations entre les pays.
Et donc, les recherches sur l'opinion publique en matière de politique mettent en évidence le rôle de l'idéologie et de l'intérêt personnel. Par contre, les études antérieures prennent rarement en compte l'interaction entre différents facteurs comme l'idéologie, la couverture d'assurance, la stigmatisation, l'intérêt personnel, et aucune de ces études précédentes ne considérait l'ensemble de ces facteurs. Et la plupart des études d'opinion publique sur la couverture des soins en santé mentale sont menées aux États-Unis, qui est un contexte, un système de santé très différent de ce qu'on a ici au Canada. Donc, il y a peu d'études canadiennes sur le sujet, et même ces études ne tiennent pas en compte des variables comme la disposition à payer pour la politique ou l'idéologie politique. Et donc, la disposition à payer pour les soins de psychothérapie, pour qu'ils soient financés publiquement, est rarement explorée dans la littérature. Et il y a peu d'études qui étudient aussi les arbitrages budgétaires lorsque la santé mentale est mise en compétition avec d'autres priorités en santé. Donc, sur la base de cette revue de littérature, dans le fond, on a développé 5 hypothèses générales. Donc, la première étant l'appui à l'expansion de l'assurance maladie en santé mentale est faible au Québec. Les groupes dont l'intérêt personnel est aligné avec l'expansion de la couverture publique, tels que les femmes, les personnes sans assurance privée, les jeunes et celles ayant une mauvaise santé mentale, sont plus favorables. La gauche du spectre idéologique soutient davantage la couverture publique en santé mentale que la droite. Les répondants de gauche préfèrent davantage d'investissements publics en santé mentale, indépendamment de leur intérêt personnel, mais on s'attend à un effet plus fort de l'intérêt personnel chez les répondants de droite, parce que les motivations personnelles sont plus légitimées à droite. Et pour la stigmatisation, on n'a pas de mesure directe de la stigmatisation dans le sondage, mais on a des hypothèses. On pense que ceux qui croient que la santé mentale est contrôlable sont moins susceptibles de soutenir les investissements publics pour les soins de santé mentale. Et on s'attend à ce que ceux qui sont moins susceptibles de prioriser les maladies mentales par rapport aux maladies physiques soient moins susceptibles de soutenir la couverture publique des soins de santé mentale. Parfait. Donc, notre étude de cas, c'est le Québec. C'est un cas intéressant en raison de son mélange de régimes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, ce qui entraîne des variations importantes dans la couverture d'assurance privée pour les services de santé parmi les répondants dans notre enquête. Et donc, l'assurance maladie publique au Québec couvre les services offerts par les médecins, y compris les soins en santé mentale. Et les soins psychiatriques hospitaliers sont également couverts, mais les soins ambulatoires en santé mentale non offerts par les médecins ne sont pas couverts en général. Il y a de longs délais d'attente pour accéder aux services de santé mentale offerts par le peu de psychologues dans le système public. Et la majorité des patients consultent des psychologues en pratique privée, ce qui veut dire qu'ils doivent payer de leur propre poche pour les services ou via une assurance privée s'ils en ont une. Et 40 des Québécois qui souffrent de dépression ou d'anxiété ont rapporté des besoins non comblés en santé, notamment pour l'accès à la psychothérapie. Et 16 000 patients étaient sur une liste d'attente pour une première consultation avec un psychologue en 2024. Et lors des élections de 2022, le Parti libéral du Québec proposait une assurance publique en santé mentale dans son programme. Donc, pour mesurer la demande publique, on utilise 2 variables distinctes. Une variable binaire qui indique si les répondants soutiennent une assurance publique en psychologie, même avec un coût, et une mesure continue des priorités, donc combien de points les répondants allouent à l'assurance pour couvrir les services de psychologue dans un exercice d'arbitrage budgétaire. Et donc, ici, on a les 2 tableaux et 2 graphiques. Et donc, on a à gauche, justement, on peut voir avec les 2 tableaux la distribution de réponses qui suggère que la demande publique pour les soins en santé mentale est relativement faible, en tout cas inférieure à celle pour les soins dentaires et les soins à domicile. Donc, c'est la barre en rouge en bas. Et ce qui reflète également les priorités du gouvernement en place. Et donc, on peut soutenir notre première hypothèse de recherche. Et donc, l'idéologie repose sur un positionnement gauche-droite et l'intérêt personnel inclut la couverture d'assurance, la santé mentale auto-évaluée et les besoins non satisfaits. Donc, l'idéologie, c'est un positionnement gauche-droite sur une variable continue de 0 à 10, donc de gauche à droite. Pour l'intérêt personnel, donc on a une évaluation, auto-évaluation de la santé mentale de l'individu, donc de 1 à 5, sur une échelle continue pour mauvaise à excellente, 1 à 5. Couverture d'assurance privée pour les services de psychologie, donc de 1 à 3 sur une échelle continue de aucune couverture à une couverture adéquate, et une couverture d'autres services dans la question d'allocation des points. On a aussi des données démographiques pour l'âge et pour le genre. Donc, pour les variables indépendantes, la stigmatisation est représentée par les croyances concernant la contrôlabilité de la maladie mentale et la priorité accordée à la santé mentale par rapport aux autres maladies. Et donc, pour la stigmatisation, le niveau de contrôlabilité des maladies mentales chez les individus, une échelle de Likert de 1 à 5, donc de fortement en désaccord à fortement en accord.
Il y a aussi une mesure relative de contrôlabilité des maladies mentales par rapport au degré de contrôlabilité des maladies physiques dans le sondage, et aussi de priorisation du traitement des maladies mentales, donc codé de 0 à 3, selon le nombre de fois que les troubles mentaux étaient placés dans le top 3 priorités parmi les 6 maladies présentées, et également des variables de contrôle pour l'éducation, le revenu et les régions. Donc, passons maintenant aux résultats tirés des principaux graphiques. Donc, la prédiction du soutien aux points alloués aux services psychologiques sur la figure de gauche et de la volonté de payer pour la couverture publique des services psychologiques sur la figure de droite. Donc, WTP, c'est Willingness to Pay. Le soutien à l'assurance en santé mentale est relativement faible et, comme prévu, l'appui est plus élevé chez les jeunes, les non-assurés et ceux ayant une mauvaise santé mentale auto-évaluée, ce qui soutient l'hypothèse d'un intérêt personnel. Et on observe également un effet de l'idéologie, donc les personnes à gauche sont significativement plus favorables, et cependant, les effets d'interaction anticipés n'ont pas été observés, donc un effet plus fort de l'intérêt personnel à droite n'est pas présent dans les résultats, et donc on peut aussi conclure que l'hypothèse de la stigmatisation est confirmée. Donc, pour les interactions, dans le fond, les interactions entre idéologie et intérêt personnel sont soit non significatifs, soit dans la direction opposée à celle attendue. Et donc, ici, on a, par exemple, le panel de gauche concernant l'accès insuffisant aux services, le panel du centre sur l'âge et le droit sur la santé mentale auto-évaluée. Et donc, l'âge est associé à une moindre disposition à payer uniquement chez les répondants de gauche et du centre. Et le manque d'accès augmente les points alloués aux services psychologiques uniquement chez les répondants de gauche et du centre. Et une bonne santé mentale auto-évaluée réduit les points alloués aux services psychologiques uniquement chez les personnes de gauche. Et donc, notre quatrième hypothèse n'est pas soutenue. Et donc, également pour les interactions avec la stigmatisation, on a des interactions intéressantes, mais non significatives pour les points alloués. Et donc, les figures sur la disposition à payer montrent que les coefficients de perception de contrôlabilité des troubles mentaux sur le panel de gauche et de la priorisation des maladies mentales sur le panel de droite sont plus élevés chez les répondants de gauche, alors que l'association n'est pas significative chez les répondants de droite. Et donc, l'idéologie est une variable explicative centrale. Les répondants de droite sont plus susceptibles de prioriser les services psychologiques ou de vouloir payer pour leur couverture, indépendamment de leur intérêt personnel ou de leur niveau de stigmatisation envers les personnes affectées par la maladie mentale. Et à l'inverse, bien que la gauche soit généralement favorable à une assurance publique pour les services psychologiques, les répondants ayant un intérêt personnel ou un faible niveau de stigmatisation sont particulièrement enclins à soutenir l'expansion de la couverture publique. Et donc, notre première hypothèse est confirmée. Les soins en santé mentale ne sont pas une priorité par rapport aux autres politiques de santé et la disposition à payer demeure faible. Les jeunes, les personnes sans accès et sans assurance privée sont plus favorables. Il n'y a pas d'effet de genre sur la disposition à payer. Et la santé mentale auto-évaluée, il n'y a pas d'effet non plus dans les modèles complets. La gauche est plus disposée à payer pour une couverture publique et l'effet de la gauche sur les points est influencé par la stigmatisation. Et donc, on n'a pas pu confirmer notre hypothèse sur les interactions. Et finalement, la stigmatisation est toujours un facteur très important. Et donc, en conclusion, nos résultats contribuent à approfondir notre compréhension des politiques de couverture publique des soins psychothérapeutiques. Le fait du soutien global chez les personnes âgées et les répondants de droite peut expliquer pourquoi les gouvernements de centre-droit ne proposent pas de couverture publique en psychothérapie. Il y a une demande pour la couverture publique chez les jeunes, les non-assurés et les répondants de gauche et ceux qui estiment avoir une moins bonne santé mentale. Et donc, pour la suite des choses, pour d'autres recherches, dans le fond, il faudrait qu'on utilise une meilleure mesure de la stigmatisation et des perceptions des bénéficiaires, également mieux mesurer l'idéologie politique avec une deuxième variable et une variable du choix électoral, aller peut-être au-delà du cas du Québec et voir d'autres provinces, et également mesurer l'utilisation des services de santé mentale et également avoir une variable dépendante de soutien non contrainte par les coûts pour comparer l'appui avec et sans contrainte de coûts. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Gabriel. Donc, pour continuer, en fait, dans le programme, on va sauter Francesco, puis on va revenir à Francesco après. Donc, ça va être la présentation de Jessie Bussière-Parenteau et, je comprends, de Mathilde Savoldelli aussi. Donc, c'est à vous. Parfait. Bien, bonjour, Mathilde et moi sommes étudiantes au doctorat professionnel en santé publique à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre revue de la portée qui regarde, dans le fond, la mobilisation des professionnels de santé diplômés à l'étranger, ce qu'on nomme les PSDE, dans les pays à haut revenu pendant la pandémie de COVID-19. Je suis comme... Je ne suis pas allumée. Oui, c'est juste là. Si vous voulez, je voulais. Mais veux-tu que je le change? Ouais, je peux. Tu veux venir ici? Où?
Ben, tu peux venir ici. Ben, je vais avec Fais une pause dans le temps. Sinon, on déplace. OK. Désolée, là, c'est juste on n'est pas capable de changer. C'est bon? Parfait. On recule. Parfait. Désolée. Donc, pour le contexte, en fait, c'est qu'il existe une littérature abondante, finalement, sur les professionnels de santé, ce qu'on appelle locaux. Donc, ce sont les professionnels de santé qui ont eu leur diplôme dans le même endroit où ils travaillent, finalement. Mais il y a peu d'études qui regardent, finalement, l'apport des PSDE et encore moins pendant le contexte de la COVID-19. Donc, ce qu'on entend par PSDE, c'est ce que je viens de vous dire. Ce sont des professionnels de santé diplômés à l'étranger. Donc, ce sont des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes, des sages-femmes, des psychologues et des dentistes. Et donc, quand on parle de mobilisation, c'est finalement l'ensemble des processus, des stratégies politiques qui sont mises en place pour attirer, recruter et intégrer les PSDE au sein des systèmes de santé des pays à haut revenu. Et donc, la seule chose qu'on sait finalement des PSDE, c'est qu'ils doivent se déplacer et donc les barrières sont liées notamment aux politiques migratoires, donc comme la liste qu'on vous a énumérée ici, les visas, le statut, et par la suite, lorsqu'ils arrivent au niveau de la reconnaissance de leurs compétences. La pandémie de la COVID-19 a exacerbé finalement la pénurie de main-d'œuvre et donc, dans les pays à haut revenu, les PSDE ont été vus comme une solution envisageable. Et finalement, notre revue s'inscrit dans le fait qu'il y a peu ou pas d'études là, finalement qui regardent ce phénomène-là spécifiquement au Québec. Donc, au niveau de la méthode, l'objectif de cette revue de la portée, c'était d'identifier et d'analyser la littérature disponible sur la mobilisation des PSDE dans les pays à revenus élevés durant la pandémie. Donc, juste pour préciser que cette revue de la portée, elle a été réalisée conformément aux lignes directrices du guide Prisma et que le protocole a été enregistré sur OSF. Donc, les articles en anglais, français, espagnol, portugais, italien de 2020 à avril 2025 ont été inclus. On a consulté les bases de données classiques pour la littérature scientifique et des bases de données complémentaires pour la littérature grise. Donc 824 études sont ressorties de la recherche initiale et puis finalement on en a retenu 47 et analysé 47, dont 11 de littérature scientifique et 36 de littérature grise. Je passe le détail de la méthode, mais on pourra y revenir. Donc au niveau de l'analyse des données, on a réalisé une analyse descriptive complétée par une analyse par le cadre intersectionnel lié au système de santé et de services sociaux qui comprend 4 dimensions interconnectées. Le système de santé, les caractéristiques organisationnelles, les caractéristiques professionnelles et les caractéristiques individuelles. Et puis notre analyse thématique, elle a combiné une approche déductive-inductive. Au niveau des résultats, donc sur la dimension politique migratoire, en dehors de la pandémie, elles sont caractérisées par des visas et permis de travail liés à l'employeur et conditionnés par un exercice obligatoire dans des zones mal desservies. C'est le cas par exemple aux États-Unis avec le visa H1B. Et puis il y a certains visas qui obligent un retour dans le pays d'origine de 2 à 5 ans après la résidence. Pendant la pandémie, on a noté à la fois une suspension du traitement des demandes de visa, comme ça a été le cas par exemple aux États-Unis, et puis un assouplissement des règles, comme en Europe, avec la prolongation automatique de visa, la délivrance accélérée de permis, entre autres. Concernant la dimension système de santé, donc des programmes et mesures ont été mis en place pour faciliter le recrutement de ces PSDE. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a eu l'accélération des démarches de formation, des aides financières justement pour accompagner la formation, des autorisations de pratiques temporaires qui étaient conditionnées en général par la supervision d'un professionnel titulaire, et puis la facilitation aussi de la reconnaissance des diplômes étrangers. Concernant les caractéristiques organisationnelles, plus de 90% des PSDE aux États-Unis étaient directement impliqués dans la prise en charge des patients infectés de Covid-19. Ils étaient généralement dans des zones mal desservies. Ils se sont adaptés à des protocoles Covid-19 imprécis et puis dans un contexte incertain. Et leur rôle était souvent flou, voire ambigu, parfois considérés comme étudiants, parfois considérés comme assistants des professionnels considérés titulaires. On a relevé une contradiction
contradiction entre sollicitation et restriction de visa. Comme on le mentionnait, aux États-Unis, il y a eu des restrictions de visa. Et puis, à la fois, plus de 90% des médecins diplômés à l'étranger étaient aussi sollicités dans les zones Covid-19 dans lesquelles ils n'ont pas pu intervenir. Ces PSDE, ils ont été très exposés à l'infection. Ça a généré des quarantaines, des absences, des réductions d'heures de travail, diminution de salaire, voire des pertes d'emploi. Et on a quand même relevé des stratégies de soutien, par exemple en Nouvelle-Zélande, une communication claire et régulière de la part des équipes de direction, des formations spécifiques au port et au retrait des équipements de protection individuelle, ou encore des encouragements à prendre des congés et du repos. Sur les caractéristiques professionnelles, vous l'avez probablement compris, la majeure partie des études portaient sur les médecins et infirmières diplômés à l'étranger. Donc ces professionnels, ils représentent une part importante de la main-d'œuvre en santé. En témoigne par exemple au Canada. Les PSDE représentent 25% du personnel de santé et des services sociaux. Concernant les caractéristiques individuelles, la majorité des PSDE étaient des femmes, particulièrement dans les professions infirmières. Elles étaient généralement plus âgées et disposaient d'expériences supplémentaires par rapport à leurs homologues locales. Les études, elles renseignent aussi sur l'impact des contraintes liées au statut migratoire sur la vie personnelle et familiale de ces PSDE. Aux États-Unis, plus de 90% des médecins diplômés à l'étranger étaient les titulaires principaux du visa familial, ce qui a généré de fortes inquiétudes, craignant que des pertes d'emploi, une invalidité ou un décès ne puissent entraîner la déportation des proches. Les expériences des PSDE, elles ont aussi été très fortement marquées par des discriminations raciales sur le lieu de travail. En Nouvelle-Zélande, par exemple, 47% des infirmières d'origine chinoise ont été la cible de propos stigmatisants et de comportements discriminatoires liés à leur origine ethnique. Et donc, ça a eu des répercussions très négatives sur leur santé mentale. Sur le plan de la santé physique, les PSDE ont été très exposés à la Covid-19 du fait du manque d'équipements de protection individuelle, de l'impossibilité aussi de refuser certaines tâches à risque d'infection plus élevé. On a noté une augmentation des problèmes de santé mentale alimentés notamment par la peur d'être infecté, de contaminer des proches, de perdre son emploi, son visa et par les expériences de discrimination que je citais. Il y a toutefois eu un article qui a nuancé ces difficultés par le fait que le retour à la pratique clinique pouvait être synonyme d'expérience valorisante pour certains médecins diplômés à l'étranger qui n'avaient pas depuis plusieurs mois, voire années, pratiqué. Donc ce retour à la pratique avait favorisé le sentiment d'utilité. On a relevé une surreprésentation des PSDE parmi les professionnels de santé décédés de la Covid. En 2020, aux États-Unis, près de la moitié des médecins décédés étaient des médecins diplômés à l'étranger. Or, ils ne représentaient qu'un quart de la main-d'œuvre médicale. Et puis finalement, la pandémie, elle a fait qu'exacerber des vulnérabilités structurelles préexistantes et souvent invisibles vécues par les PSDE. Et enfin, dans une perspective intersectionnelle, ces vulnérabilités, elles étaient particulièrement marquées chez les infirmières et aggravées par le fait qu'elles étaient majoritairement des femmes mariées, principales pourvoyeuses de revenus et assumant des responsabilités domestiques et familiales supplémentaires après le travail. Donc, comme vous avez pu voir, Mathilde a présenté 5 dimensions. Par contre, le cadre conceptuel que nous avions choisi avec 4 dimensions. Donc, suite à notre analyse, on va probablement proposer un amendement au cadre, finalement, où les politiques migratoires étaient considérées comme une caractéristique individuelle. Par contre, les études démontrent finalement que cette expérience-là des politiques migratoires et l'influence sur les systèmes est davantage collective. Ça s'est représenté notamment chez les gens qui avaient des statuts précaires avec les craintes de déportation et les impacts chez leur famille. Et donc, finalement, dans notre discussion, on présente aussi que le rôle essentiel des PSDE dans le maintien des systèmes de santé pendant la COVID-19, notamment en première ligne, et notamment avec les liens avec les politiques migratoires, que c'était principalement dans des régions qui étaient mal desservies autrement. Et c'est essentiel de mettre de l'avant, on a parlé beaucoup de chiffres, c'est essentiel de juste rappeler que ce sont des expériences humaines, ce sont des professionnels qui ont sauvé des vies et qui ont aussi perdu les leurs, comme Mathilde l'a mentionné. Donc, rapidement, là, vous avez peut-être vu la situation américaine où ils ont apporté un changement au visa que Mathilde a présenté qui favorisait finalement l'intégration des PSDE dans certaines régions. Donc, il y a des questionnements à savoir qu'est-ce qui va arriver dans ces régions-là qui étaient déjà mal desservies sans la présence des PSDE. Donc, pour conclure rapidement,
Le renforcement des mécanismes de mobilisation et d'intégration des PSDE dans le système de santé est essentiel pour répondre aux enjeux qui sont systémiques et persistants, notamment les iniquités et les discriminations qui ont été présentées. La revue de la portée s'inscrit dans un projet qui est plus large, puis en fait, ce que la revue de la portée montre est vraiment en alignement avec ce qui a été fait dans l'autre projet par des entrevues. Donc, il y a des PSDE qui ont eu des entrevues au Québec, et leur statut était vraiment différent. Donc, des gens qui ont eu le statut de réfugiés, des gens qui sont dans le processus de la demande d'asile, des étudiants internationaux, des gens qui avaient déjà la résidence permanente. Donc, on se rend compte que les deux s'alignent. Et dans le fond, notre projet s'inscrit dans quelque chose de plus grand où des collègues à la capitale nationale ont publié la semaine passée un rapport sur la condition des personnes dans le processus de demande d'asile comme préposés aux bénéficiaires. Donc, on vous remercie. On aimerait juste remercier ceux qui contribuent au projet plus largement, dont Muriel qui est présente aujourd'hui, et le financement reçu pour le projet. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Jessie et Mathilde. Donc, on va conclure avec Francesco Montani, qui est professeur agrégé à l'ESPUM et chercheur au CRESP. Voilà. Merci. Bonjour. Bon après-midi tout le monde. Je suis Francesco Montani, je suis professeur agrégé au DGEPS en gestion des ressources humaines et depuis un an. L'article, le papier que je vous présente aujourd'hui, c'est un papier, un working paper. On n'a pas encore soumis, c'est des données fraîches. Sur l'organisation de la compassion au travail. Donc, quelles sont les pratiques organisationnelles qui favorisent l'émergence des actes de compassion au travail, et on étudie quels sont les bienfaits pour les travailleurs. Alors, on commence par la problématique, la souffrance au travail. L'enjeu principal qui nous a inspiré cette étude, c'est la souffrance au travail, c'est-à-dire un phénomène qui est de plus en plus répandu et persistant dans les organisations, autant privées, mais surtout le système de santé, qui est un endroit très paradoxal parce que les systèmes de santé sont des endroits dans lesquels les personnels sont exposés à ces données pour atténuer la souffrance, donc si on veut la compassion, mais en même temps sont les premiers paradoxalement à être exposés eux-mêmes à leur propre souffrance à cause de plusieurs contraintes, manque de ressources, fardeau de travail, etc., qui malheureusement amènent certaines conditions de désharmonie, des conflits. Donc finalement, le paradoxe, c'est que les professionnels de santé qui sont dévoués à atténuer la souffrance des patients, des clients, des usagers, sont les premiers à être exposés à ces gros risques de souffrance dans leur propre travail. Donc la question centrale est quelles sont les pratiques organisationnelles qui permettraient de répondre à la souffrance au travail afin de promouvoir des standards élevés, autant de performances, d'innovation qui sont des enjeux essentiels aujourd'hui de la santé, mais sans compromettre les bien-être des travailleurs. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer un fil conducteur des pratiques qui soient bénéfiques à la fois pour la performance, l'innovation des travailleurs, mais aussi pour protéger leur propre santé mentale au travail. Alors, nous, en fait, on trouve que la voie, c'est les pratiques qui sont focalisées sur la compassion. Pourquoi ? Alors, la compassion au travail, c'est considéré, défini comme la reconnaissance de la souffrance d'autrui couplée à une profonde motivation à l'atténuer, à la remédier, à la prévenir aussi, est considérée désormais comme une voie primaire pour favoriser la performance des tâches, l'innovation, mais aussi le bien-être en période de souffrance. Donc, c'est déjà démontré ça. D'accord ? Donc, les actes de compassion au travail ont déjà été démontrés comme étant favorables à ces output d'un milieu organisationnel. Pourtant, le problème, c'est qu'il n'y a aucune attention qui a été portée à l'identification des pratiques au niveau organisationnel qui peuvent soutenir l'émergence de ces dynamiques de compassion. Donc, si la compassion est un acte important, comment est-ce qu'on peut la favoriser au travail? C'est ça un peu la question qui nous a interpellés. Alors, et qui a donné vie à l'objectif de cet article. Donc, l'objectif, c'est d'introduire, dévoiler les pratiques d'organisation de la compassion, POC, que vous voyez dans l'acronyme POC, donc pratiques d'organisation de la compassion comme un nouvel ensemble de pratiques organisationnelles qui peuvent soutenir la conciliation des exigences de performance, d'innovation et de bien-être des travailleurs en période de souffrance. Alors,
précisément, l'objectif, c'est d'étudier de quelle manière, par quel processus et dans quelles conditions les pratiques d'organisation de la compassion peuvent amener des bénéfices équivalents pour la performance au travail, l'innovation et le bien-être qui est opérationnalisé par le niveau de satisfaction au travail des travailleurs de la santé. Et voilà. Alors, l'étude le modèle qu'on a développé, c'est un modèle qui considère 8 pratiques exemplaires des organisations de la compassion, qui sont considérées, définies comme les réemploi, la redirection par les organisations des routines qui sont traditionnellement utilisées dans l'organisation pour atténuer, pour répondre à la souffrance. Alors, ces routines sont les recrutements, d'abord. Donc, être capable pour une organisation de recruter, sélectionner des personnes qui possèdent des compétences liées à la compassion. La formation et le développement dans toutes sortes d'activités qui permettent de favoriser l'apprentissage et l'émergence de comportements de compassion au travail. L'organisation du travail dans les pratiques qui favorisent l'émergence des rôles, donne la possibilité aux personnes dans les postes de travail de mettre en place des actes de bienveillance et de compassion au travail. Les réseautages, dans la mise à disposition des canaux de communication et des réseautages qui sont efficaces pour informer l'émergence des conditions de souffrance préliminaires et favoriser le partage aussi des bonnes pratiques pour l'atténuer. L'encouragement dans l'adoption des routines qui encouragent les membres à mettre en place des actes de compassion. Je ne vois pas, c'est trop petit, désolé. L'évaluation, c'est-à-dire l'inclusion des actions de compassion comme une responsabilité explicite qui est sujette à l'évaluation. Donc, considérer la compassion comme un objet d'évaluation, comme un KPI, au-delà de la performance des tâches. Puis nous avons les récompenses que j'écris. Les récompenses dont les reconnaître de manière formelle et informelle les actes de compassion au travail. Et finalement, c'est notre pratique, c'est le soutien au plaisir. Donc, impliquer les travailleurs dans des activités ludiques pour renforcer des interactions qui sont empreintes d'empathie et de compassion. Donc, c'est un ensemble de pratiques qui n'ont jamais été testées, mais qu'on suggère, selon des bases théoriques de la littérature, être favorables à l'émergence de compassion pour favoriser autant les bien-être, la performance et l'innovation au travail. Alors, les hypothèses sont les suivantes. La première hypothèse postule les rôles médiateurs d'autonomie au travail dans la relation entre les pratiques d'organisation de la compassion et les résultats au travail. Donc, la question, c'est comment est-ce que cette pratique favorise la performance, l'innovation et la satisfaction au travail. Alors, on s'appuie sur la théorie de l'attachement de Bowlby, qui suggère que cette type de pratique agirait à la fois en tant que refuge sécurisant, donc ferait sentir les travailleurs protégés, mais aussi agirait aussi en tant que base de sécurité. C'est-à-dire que les employés en santé exposés à ces pratiques de compassion se sentiraient plus authentiquement reconnus, donc ils développeraient un plus fort sentiment de sécurité psychologique qui les amènerait à avoir plus de contrôle sur le poste de travail et elle est mieux les maîtriser. Donc notre proposition est que, en présence de ces pratiques, les personnes auraient un rehausse du sentiment d'autonomie au travail, dans des maîtrises, des contrôles, des libertés au travail, qui, à son tour, serait important pour augmenter autant la performance, la capacité à innover et leur satisfaction au travail. Donc, la première hypothèse, c'est que les pratiques d'organisation de la compassion auraient des bénéfices pour la performance, l'innovation et la satisfaction à travers la médiation d'autonomie au travail. La deuxième question et hypothèse de recherche porte sur le rôle modérateur du leadership transformationnel et répondre à la question suivante. Quand est-ce que ces pratiques sont plus bénéfiques pour amener à ces résultats positifs? On s'appuie ici sur la théorie de la cohérence des signaux qui suggère que le leadership, quand il transmet un message cohérent avec les pratiques organisationnelles, cela permet à la personne de donner encore plus de sens à son environnement et qui favoriserait un fonctionnement optimal. Donc, la littérature suggère que le leadership transformationnel, qui est le style de leadership qui en fait motive les travailleurs à penser au-delà de leurs propres besoins individuels pour s'aligner avec les objectifs organisationnels, c'est un style qui est le plus cohérent parmi tous les styles de leadership avec les capacités, les fonctions
des pratiques d'organisation de la compassion. Et donc, on suggère qu'en présence d'un leadership transformationnel, les bienfaits des pratiques d'organisation de la compassion sur les résultats à travers l'autonomie seraient rehaussés encore plus. Donc, ce qui nous amène à proposer le rôle modérateur du leadership transformationnel sur les effets des pratiques de compassion. Alors, cette étude a été testée avec un débit en 3 temps de mesure, débit longitudinal, en 3 temps de mesure sur les travailleurs et les gestionnaires auprès de la RAMQ. Ici, c'est tout le tableau avec les outils des mesures qui sont déjà validées, à part la mesure de pratique de compassion qui a été validée dans le pilote ad hoc pour cette étude. Les résultats ont été confirmés. D'abord, l'autonomie au travail a été démontrée avoir un rôle médiateur expliquant les bienfaits des pratiques de compassion sur les 3 résultats au travail, et les effets indirects sont tous significatifs. Et on a confirmé aussi les rôles modérateurs du leadership transformationnel. Notamment, on a démontré que les bienfaits des pratiques d'organisation de la compassion sur l'autonomie et indirectement sur les 3 résultats sont plus élevés, mais sont significatifs et positifs uniquement en présence des superviseurs qui mettent en place un leadership transformationnel. Et pour conclure, alors, les implications théoriques, alors c'est une première étude qui a dévoilé les bienfaits des pratiques de compassion dans le système de santé et a clarifié les processus qui expliquent ces bienfaits et en dévoilant l'importance de cette action synergique entre les pratiques organisationnelles et les styles de leadership. Au niveau des implications pratiques, ces résultats suggèrent l'importance d'évaluer, examiner, faire un état de l'art des pratiques dans les systèmes de santé pour les corriger dans les cas où elles sont manquantes et favoriser aussi la formation au style de leadership transformationnel auprès des superviseurs. Et concernant les limitations et les avis de recherche futures, alors d'abord, notre étude considère uniquement l'autonomie comme militaire, mais il y a aussi d'autres processus militaires qui pourraient expliquer les impacts des pratiques sur les résultats. Et aussi, il y a aussi d'autres, de manière très petite, il y a aussi d'autres facteurs qui pourraient expliquer les bienfaits des pratiques de compassion. Notamment, la question qui pourrait nous amener pour les recherches futures, c'est pour quelles types de personnes ces pratiques sont plus favorables plutôt que d'autres, par exemple pour des personnes qui ont des valeurs de masculinité ou qui ont peur de la compassion. Donc, c'est une des recherches futures à explorer dans le système de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francesco. Tu as démontré qu'il faut utiliser une taille 18 ou 20, pas 12. C'est toujours mieux dans les PowerPoint. Merci. Donc, on a une vingtaine de minutes pour la période de questions. Donc, je voulais savoir si certains d'entre vous avaient des questions pour l'un ou l'autre des présentateurs ou des présentatrices. Oui. Oui, bonjour. Sarah Medini, je suis coordonnatrice de la cellule du système idéologique du CRESP et également doctorante en épidémiologie à la faculté de médecine vétérinaire. Ma question s'adresse à David. Merci pour la présentation, c'était vraiment cool. Puis moi, l'évaluation, depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça passionnant. En fait, je voulais faire... Tu as mentionné vraiment des éléments super importants. Je voulais poser peut-être ces 2 questions qui se chevauchent. En fait, la première, c'était relié, puis je vais soulever le point de comment intégrer ou comment mieux comprendre comment l'évaluation est intégrée dans nos systèmes de santé, de soins en santé. Et je me demande, ou peut-être je pose la réflexion, puis je voudrais avoir ton avis là-dessus. L'évaluation est utile dans la mesure qu'elle est, ou utilisée dans la mesure qu'elle est utile, puis qu'elle est exploitée. En fait, les résultats sont exploités. Fait que je me demande aussi si, dans tes explorations, dans tes recherches, ça s'adresse aussi un peu à ce point-là de voir comment est-ce que les résultats d'évaluation sont utilisés par les décideurs, par les parties prenantes. Puis la deuxième question, qui est plus que niveau méthodologique, parce que je m'intéresse beaucoup aux méthodes aussi, quand on parle d'évaluation au système de santé, les interventions, de plus en plus maintenant, surtout avec les approches collaboratives intégrées, on parle souvent d'interventions de programmes complexes. Puis souvent aussi en évaluation, on fait, ou du moins traditionnellement, beaucoup d'évaluations normatives ou d'évaluation aussi qui est très axée sur
bien évidemment l'efficacité et l'efficience. Fait que je me demande, c'est un sujet qui a suscité des recherches, je sais même au niveau de la Société canadienne d'évaluation, comment est-ce qu'on peut intégrer aussi une approche évaluative un peu plus nuancée pour ces projets ou ces initiatives un peu plus complexes? Voilà, donc c'est un peu mélangé mes questions. Merci. Merci. C'est bon, merci. La première question, c'était David, il faut prendre des notes des questions. Oui, mais quand on se j'ai fait poser oublié, des questions. j'ai oublié mon papier, là. Mais c'était en lien avec... L'utilisation en fait des résultats d'évaluation, puis Ouais. à quel point c'est utile pour les idées. Oui, l'utilisation de l'évaluation, c'est ça. Fait qu'on n'a pas beaucoup de données, du moins dans le milieu de la santé publique, comment l'évaluation est utilisée concrètement par, je ne sais pas, les gestionnaires et tout ça. Il y a un projet de recherche que je suis en train de mettre en place, justement, qui cherche à comprendre comment l'évaluation est utilisée, parce qu'on parle beaucoup de « il faut en faire », mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Les effets de l'évaluation sont moins documentés dans le milieu communautaire comme dans le milieu public. Donc, il y a de la recherche à faire à ce niveau-là. Une des recherches qu'on est en train de mener avec une autre collègue, c'est de comprendre à travers qu'est-ce qui, dans le communautaire, qu'est-ce que ça donne, pas juste les effets positifs, mais aussi peut-être les effets négatifs ou non anticipés que pourrait avoir l'évaluation. Fait que ça, le travail reste à faire à ce niveau-là. Comment c'est utilisé présentement, puis comment on pourrait mieux documenter ça. La deuxième question, c'était en lien avec les approches collaboratives puis l'aspect de neutralité, c'est ça, je pense, ou... Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? En fait, je veux dire, pour mesurer l'impact du système de santé, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir des approches. On ne peut pas le faire de façon avec des vies expérimentales, justement, parce que les méthodes, nos systèmes sont trop complexes. On ne peut donc pas isoler les effets complètement. Fait que c'est sûr qu'il faudra qu'on travaille en collaboration pour avoir accès à toutes les perspectives différentes qui peuvent nous donner différentes perspectives sur l'efficacité, ça, c'est sûr. Mais il y a plusieurs types d'approches qui pourraient convenir à des besoins. Encore là, l'évaluation cherche à répondre à des besoins d'information. Fait qu'une fois qu'on a le besoin d'information, on est plus capable de savoir quelle approche est la plus susceptible de pouvoir fonctionner. Encore là, il y a du travail à faire pour savoir quelle approche utiliser, dans quel contexte. Mais ce que je dirais, en gros, c'est que les approches collaboratives ne vont pas jouer sur la neutralité. En fait, on va juste être plus conscient des perspectives qui sont intégrées dans la démarche et celles qui ne le sont pas, puis ça nous permet de mieux agir par la suite. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Merci, David. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Josiane Loisel-Boudreau, Institut national de santé publique du Québec. Je suis la chef d'unité de l'unité soutien aux affaires scientifiques, évaluation, recherche. Donc, en tant que gestionnaire responsable de l'évaluation à l'INSPQ, je suis assez intéressée. Ma question va s'adresser à toi, David. En fait, un commentaire et une question. Un commentaire qui est, donc, nous, à l'Institut, on a publié un programme scientifique en 2024-2029 où on a identifié comme priorité, comme orientation prioritaire, l'exercice visait à anticiper les tendances émergentes en santé publique et aussi comment y répondre. Donc, identifier des priorités ou des orientations de développement scientifique pour les prochaines années. Pour l'évaluation, on a identifié une orientation scientifique qui est de développer justement des nouvelles méthodologies pour faire face aux enjeux de plus en plus complexes. On est là-dedans. On l'intègre aussi dans nos évaluations. Et puis, je vais faire du pouce sur ton annonce. Nous, on est intéressés à recevoir des stagiaires ou des étudiants aussi. Et on a, en fait, je me demandais, la question est dans les données là, de recherche, parce que beaucoup de travaux évaluatifs, d'évaluation dans le réseau de la santé, en santé publique, ne sont pas nécessairement publiés. Exact. Donc, j'étais vraiment curieuse là, de mieux comprendre vos données, d'où proviennent les données pour faire de la recherche sur l'évaluation. Voilà.
Bien, c'est vraiment une bonne question. C'est vrai que les travaux d'évaluation, en tout cas, les travaux d'évaluation s'adressent surtout aux besoins internes. Donc, on n'a pas nécessairement accès aux données à l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt justement sonder les gestionnaires par rapport aux évaluations qu'ils produisent ou on va faire de l'analyse documentaire par rapport aux évaluations qui sont produites. Mais c'est sûr qu'il faut avoir l'accès aux données d'une organisation pour pouvoir justement faire la recension de comment l'évaluation est utilisée ou non. Souvent, c'est comme ça que je m'y prends, là, comme de la revue documentaire ou à travers des sondages qui sont distribués aux producteurs d'évaluation, les équipes d'évaluation, par exemple, pour leur demander leur avis sur dans quelle mesure les résultats ont été utilisés ou non. Mais ça reste une mesure qui est subjective dans la mesure que les évaluateurs ont peut-être une perspective différente de celle des utilisateurs de l'évaluation. Donc, tout aussi la notion, concrètement, là, je me souviens qu'on avait fait un projet de recherche avec des milieux communautaires où les gens avaient fait des évaluations, puis tout le monde me disait « Ah oui, ça a été super utile pour nous », mais finalement, il n'y avait pas de trace dans leur rapport annuel comme quoi l'évaluation n'était pas mentionnée, on ne voyait aucune autre trace. Ça nous fait penser à, au-delà de justement, c'est utile, concrètement, est-ce qu'on voit les effets de ces évaluations-là? Je pense que ça reste à documenter justement de façon plus empirique, et on n'a pas toujours accès. C'est pour ça qu'on a besoin de milieux comme vous qui sont ouverts, qui veulent nous laisser rentrer justement pour vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, comment on peut l'améliorer par la suite. Puis je prends note de ton besoin de stagiaire. Je suis responsable d'un programme, en évaluation qui accueille Fait que si vous voulez vous développer une compétence en évaluation, je fais de la promotion, là, bien vite. Mais ce programme qui se fait en 1 an, qui va vous permettre d'acquérir des compétences. Merci. Hassan. Merci beaucoup tout le monde. J'ai une question pour Francesco et une question pour Jessie et Mathilde. Francesco, merci beaucoup pour ta présentation et ton énergie positive. Tu rendrais même la souffrance au travail romantique. L'idée, c'est que la question que je me pose, est-ce qu'on tomberait encore dans le fait d'amener la notion de la compassion comme une couche, comment dire, c'est une case cochée quelque part dans un processus de management, alors que principalement quand il y a une toxicité au travail, que la personne est toxique, probablement elle devrait aller se soigner parce que la compassion, ça ne s'apprend pas. Ça, c'est ma question, donc j'aimerais bien un peu t'entendre parler là-dessus. Pour Jessie et Mathilde, si vous avez à formuler des recommandations pour nos preneurs de décision suite à votre scoping review, ça serait quoi? Merci. Francesco? Oui, je suis en train de penser. Alors, tu parles de ce qui me souvient de ces choses, tu parles de la couche, non? Comme une couche, tu as dit, non? Non, en fait, la compassion. Ouais. Tu as parlé de la compassion et tu as dit qu'il faut former, il faut développer des compétences en termes de compassion au niveau du milieu de travail. Oui. Et moi, je me dis, est-ce qu'on est probablement au risque, en fait, d'amener encore la compassion comme une case à cocher dans un processus de management pour dire que le manager a de la compassion. Donc, c'est un peu ça. C'est toujours un risque. Le point, c'est que cette pratique a de l'importance là où les gens souffrent, en fait. Parce que, c'est pas non plus... Ouais, ça peut être une bonne question, ça dans le sens que la pratique, ça peut être évidemment... Ça dépend beaucoup de la mission, des valeurs de l'organisation. C'est comme toutes les choses aussi. Comme tous les autres concepts, comme la sécurité au travail, mettons, la détresse corrélée au travail, dans lesquelles il y a certaines obligations légales à accomplir. D'accord? Dans ce cas-ci, un peu différent, il n'y a pas vraiment d'obligation légale liée à la compassion, mais c'est dans le but d'optimiser les résultats. D'accord? Dans la mesure où on veut voir quels sont les bienfaits pour la valeur, pour les résultats en termes de bien-être, que ce soit une obligation, que ce vient de l'individu, que ça, en fait, qu'il y ait une source extrinsèque ou intrinsèque, selon moi, ce n'est pas important, autant que ça amène à des résultats qui sont bénéfiques pour tout le monde. Les problèmes, c'est quand cela, à mon avis, devient une charte de valeurs dans laquelle on dit, alors, pour nous, la compassion, c'est important, il faut être bienveillant, et on ne fait rien par rapport à ça. C'est pour ça, la différence de l'étude, c'est qu'on allait vraiment investiguer les pratiques. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est justement là-bas que ça joue une différence au niveau de la GRH. C'est quand
La compassion n'est pas seulement une valeur déclarée pour 80, mais quand c'est vraiment quelque chose d'agi concrètement. Et ces pratiques vont dans la direction d'alimenter, en fait, une culture diffusion des comportements. Alors, théoriquement, ça devrait avoir des bénéfices plus profonds. Surtout quand c'est cohérent avec les pratiques du leader aussi, hein, parce que dire on aime ça, on va être tous bienveillants, mais après, les cadres, les gestionnaires dans leur propre quotidien, ils sont vraiment à l'aide des propres intérêts. Alors, c'est ça qui fait la différence, à mon avis, qui peut être la clé pour engendrer des résultats, on dirait, des performances en santé qui est soutenable. Voilà. Merci, Francesco. Je vois que vous avez pris plein de notes, Jessie, Mathilde, pour nous sortir la meilleure réponse. Allez-y. D'ailleurs, à votre co-auteur, Oui. c'est ça? Absolument. Ça, c'est subtil. Je pourrais poser des questions à Gabrielle, moi aussi. Ouais. On va se compléter, mais on n'a pas eu le temps de les citer en détail, mais il y a quand même des programmes qui ont été mis en place, soit dans d'autres provinces, soit dans d'autres pays, pour faciliter ce qu'on a appelé la mobilisation des professionnels de santé diplômés à l'étranger. Et parmi eux, il y a souvent ce qui revient comme un facilitant de cette mobilisation. C'est tout ce qui est facilitation de la reconnaissance aussi, de la reconnaissance des expériences professionnelles et des diplômes. C'est ce qui a été notamment facilité en contexte de pandémie. Et puis, c'est ce qui se fait, par exemple, en Ontario. Je ne me souviens plus exactement, c'est pour les infirmières. Puis, je ne sais pas si tu veux compléter. Donc, juste dans les recommandations, c'est sûr qu'ils sont à plusieurs niveaux parce que les PSDE fonctionnent sur le niveau fédéral dû aux politiques migratoires, mais aussi sur le niveau provincial parce que la santé, c'est une compétence provinciale. Donc, au niveau fédéral, c'est sûr qu'on sait qu'on n'a pas un contexte qui est super favorable. Donc, bien qu'on fait des recommandations, si ça rentre dans une oreille au fédéral, ça serait génial. Et donc, les délais de traitement des différents statuts a été mentionné par Mathilde dans les caractéristiques individuelles comme un frein important dans la mobilisation des PSDE, puis le fait qu'on a des conditions de travail qui sont reliées à des statuts migratoires, ça cause beaucoup d'enjeux. Et il y a plusieurs rapports qui ont sorti au Canada sur d'autres thématiques que la nôtre. Et donc, au fédéral, ce qui serait important, c'est qu'on réduise les délais, puis que finalement, les conditions de travail ne soient pas reliées à des statuts migratoires, que les permis de travail fermés ne cessent. On soit tous dans des permis de travail ouverts. Merci, Jessie et Mathilde. Est-ce que, par hasard, il y aurait une question pour Gabrielle qui n'en a pas eu encore? Oui, elle est là, Patricia. Ah, OK. Désolée. Merci. Oui, bonjour. Moi, c'est Audrey, au doctorat professionnel en santé publique. En fait, j'ai accroché à la recommandation de regarder pour la province de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est pour expliquer un peu pourquoi. Merci pour la question. Dans le fond, c'était une piste parce que ce serait le fun de voir justement dans d'autres provinces, justement, si les préférences dans la population par rapport à la couverture publique changent. Et la Nouvelle-Écosse a annoncé le lancement d'un programme qui couvrait universellement la psychothérapie. Je ne sais pas s'ils l'ont encore mis en place, par contre, à ce niveau-là, mais ils l'ont annoncé, en tout cas, que c'était en marche. Et donc, ça fait longtemps qu'ils préparent le terrain là-dessus. Donc, ce serait intéressant de voir justement qu'est-ce qui explique que le gouvernement est allé de l'avant. Est-ce que c'est par rapport aux préférences de la population? Est-ce que c'est par rapport à un autre élément qu'on pourrait étudier, justement? Donc, ce serait un bon exemple pour comparer justement après ça avec le Québec, puis peut-être avec d'autres provinces aussi, mais un cas parmi tant d'autres qui serait pertinent. Merci, Gabrielle. Oui. Bonjour, j'ai une question pour M. Coulibaly. Je suis Yun Jen, médecin spécialiste en santé publique, et je vous remercie de votre présentation. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour essentiellement remplacer les médecins. Et je vois, j'ai toujours pensé qu'on était loin de là, mais avec votre présentation, je vois que ça s'accélère et que c'est une réalité de plus en plus proche. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un outil d'intelligence artificielle qui arrive à lire l'écriture du médecin? Non, c'est pas une vraie question. Ah. Non, ma vraie question, c'est... là, je vois qu'avec les algorithmes de deep learning, effectivement, on est très près de cette réalité d'avoir des prescriptions
d'outils IA. Mais il n'y a rien. Puis ils sont assez performants. Puis j'ai entendu dire qu'ils ont même fait des tests. Ils ont pu évaluer que leur performance peut dépasser celle des docteurs. Mais je pense qu'il n'y a rien qui est parfait. Donc, des erreurs vont arriver, des erreurs médicales vont arriver. Et je me demandais si vous êtes au courant des réflexions éthiques autour de qui prend la responsabilité en cas d'erreur dans une prescription générée par un outil IA. Donc, où est-ce qu'on est rendu dans ces réflexions? Où est-ce que vous... je n'ai pas compris la dernière partie de votre question. Où on en est dans les réflexions? Dans les réflexions d'ordre éthique sur la responsabilité, c'est qui prend la responsabilité d'une erreur clinique, au fond, c'est une, je pense, pas non seulement une probabilité, mais c'est une éventualité incontournable. Qui prend la responsabilité, c'est une question. Mais effectivement, aujourd'hui, au niveau de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, cet aspect fait partie des enjeux qui sont posés. Et les modèles sont capables de faire des erreurs. Donc, ces erreurs peuvent être notamment dues à la qualité des données qui sont utilisées dans leur apprentissage et aussi à d'autres facteurs tels que le modèle, la prédiction est toujours... le modèle fait toujours une prédiction suivant un pourcentage de données. C'est jamais, un modèle d'intelligence artificielle n'est jamais fiable à 100%. Et donc, il y a effectivement des risques d'erreur qui se posent. Maintenant, quand cette erreur intervient, qui prend la responsabilité de cette erreur? Ça, c'est une question qui mérite d'être évaluée et d'être... voilà. Merci. Delphine? Maintenant, tout le monde a reçu des questions, donc tu as carte blanche sur poser des questions à qui? Ah, tu voulais répondre? Ah, d'accord. C'est juste pour compléter la réponse de Daouda éventuellement. Là. Peut-être rappeler que ce que tu as présenté, Daouda, c'est des soutiens d'aide à la décision clinique. Ce n'est pas une prise de décision clinique à la place du médecin ou du praticien ou du professionnel de santé. C'est des éléments, c'est des algorithmes qui sont là pour être capables de prendre en considération beaucoup plus d'éléments plus rapidement pour soutenir la prise de décision, pas le faire à la place du médecin. L'idée n'est pas de remplacer le médecin, l'idée est de soutenir le médecin en intégrant un certain nombre de données à l'intérieur. Après, il peut y avoir des dérives, il y a des questions éthiques à poser, bien entendu, mais si on revient au fondement de ce qu'il a proposé, c'est vraiment un soutien d'aide à la décision clinique, que ce soit dans la construction de ces algorithmes ou même dans le jumeau numérique, qui est juste un jumeau vraiment qui va prendre toutes les données d'un patient pour simuler sa réaction à des traitements ou autres, pour pouvoir justement un peu prédire est-ce que je peux vraiment traiter cette personne avec ce traitement-là ou est-ce qu'il vaudrait mieux un autre, il répondrait mieux à celui-ci que celui-ci. C'est plus un soutien. Donc c'est important à vraiment distinguer, à mon sens. Merci Delphine. On a le temps pour une dernière question posée rapidement. Est-ce que je peux poser la question? Bien sûr. Oh, non. Oui, Loredana. Oui, bonjour. Je m'appelle Loredana Campo, candidate à la maîtrise en santé publique. Ma question est pour professeur Montani. Concernant votre intervention de la compassion, de sa mise en place ou de son application dans les réseaux de santé, comment est-ce que vous avez procédé à mesurer les effets de compassion sur les différentes dimensions que vous avez présentées, comme la productivité au travail, etc.? En 30 secondes, Francesco. Pardon? 30 secondes. Ben là, moi, ma job, c'est de garder le temps. Rapide. Alors, oui, par questionnaire, en fait. Mais les trois dimensions, sauf le bien-être qui était auto-rapporté, la performance des tâches et l'innovation étaient évaluées par les supérieurs hiérarchiques auprès de leurs travailleurs. Donc, c'était le superviseur immédiat qui faisait l'évaluation à travers des outils, des mesures validées en littérature. Ça va? Après, les résultats, l'analyse des effets, c'est à travers des analyses multiniveaux. Merci beaucoup. Je vous remercie de vos présentations, de vos questions, de votre attention. Et donc, on se revoit dans 15 minutes pour la table ronde sur le livre Health Promotion in Canada. Merci.
Allez.